Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui on parle de colibri. La dernière fois on a découvert des trucs absolument extraordinaires. On va voir ce que Sophie nous a découvert. Comment ça va Sophie? Eh ben, je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais on a un gros orage là en arrière-plan, donc je m'excuse par avance pour le bruit. Il est possible que ça s'entende. Sinon tout va bien, un peu humide du coup. Mais tu sais que des fois on a des oiseaux qui se manifestent dans l'enregistrement, donc Et oui. un peu de pluie, de tonnerre. Non mais Sache ça que ajoute moi- au charme de notre enregistrement, je suis sûre. Exactement, voilà, un enregistrement plus que naturel. En tout cas, ça ne s'entend pas. Moi, dans mes oreilles, sache que Ouais. je ne l'entends pas. Voilà. Bon bah tant mieux, tant mieux. Mais voilà, on verra si les auditeurs et les auditrices le percevront. Tu nous parles pas d'orage, Sophie, aujourd'hui? Eh ben non, j'aurais pu parler d'oiseaux de pluie, cela dit, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler colibri, et pour ça je vous emmène en Amérique du Sud. Et moi, je vais vous emmener aux Émirats Arabes Unis, au Kazakhstan et au Pakistan pour parler de l'outarde. Une outarde un petit peu particulière, puisque c'est un oiseau qui est, partie intégrante d'un gigantesque programme de conservation. Mais disons que... Il y a des problèmes? Ah. Ouais, il y a des trucs un peu étranges, on aura l'occasion d'y revenir. Mhm. Voilà. Mais avant tout Aïe. ça, notre fameuse rétro piou-piou. Sophie, qu'est-ce que tu as découvert lors de ces derniers jours? Eh bien, aujourd'hui, je sais pas si vous connaissez, il y a une espèce de truffes qui sont des truffes violettes. Alors, c'est pas un oiseau qui s'appelle la truffe, hein, c'est des truffes de Mhm. champignons violets. Et en fait, des chercheurs se sont rendus compte que ces truffes violettes qui vivent en Nouvelle-Zélande, eh ben c'était des choses qui étaient plus volontiers consommées par les Moas qui se sont éteints, je sais pas si vous vous en souvenez, autour du XVe siècle, hein, en Nouvelle-Zélande, et qui en fait à l'époque mangeaient ces champignons et dispersaient donc ces champignons par leurs excréments à droite et à gauche en Nouvelle-Zélande. Et bah, depuis l'extinction des Moas, ces champignons ont un peu de mal à se disperser parce qu'il n'y a plus personne qui les mange. Je viens d'entendre un énorme coup de pétard derrière toi. Et bah c'était l'orage. Mais du coup, moi c'est la première fois que j'entends parler du fait que des oiseaux sont capables de manger des truffes. Est-ce qu'on a Ouais. d'autres oiseaux qui sont capables de ce comportement? Alors là, je ne sais pas exactement. Je t'avoue que c'était un peu la première fois, surtout en plus des truffes violettes, faut regarder les photos, hein. Elles sont vraiment violettes les truffes. Ok. Quelque chose Incroyable. d'incroyable. Je sais pas si je mettrais ça dans mon assiette personnellement. On a C'est vu terrible. la semaine dernière que les cacatoès aimaient le soja, hein, Oui, le soja à la c'est vrai. myrtille. Donc voilà, c'est. Sophie, est-ce que tu as déjà fait un excès de vitesse? Certainement sans le vouloir d'ailleurs, mais oui, certainement. Alors, on va parler d'un automobiliste allemand qui avait été pris en excès de vitesse, 54 km/h au lieu de 30 km/h. Ah, quand même. Mais cet automobiliste a été sauvé par un pigeon qui a été flashé au même moment. Pardon? Comment ça? Du coup, on a convoqué le pigeon, c'est ça? Ça s'est passé en 2019. L'automobiliste donc a vu sa tête cachée par le pigeon qui est passé au bon moment. Et les autorités allemandes ont été plutôt, on va dire, sympathiques puisque l'automobiliste n'a pas été verbalisé. Ah. La police a expliqué avec humour. Nous espérons que le bénéficiaire de cette protection saura interpréter ce signe du ciel et qu'il respectera la limitation de vitesse les prochaines fois. Voilà. Donc, Merci, pigeon. Mais merci pigeon, effectivement. Alors on a quelques oiseaux Mhm. qui sont de temps en temps photographiés. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'oiseau aurait dû également prendre une amende parce que lui aussi volait beaucoup plus vite que la limitation de vitesse autorisée. Alors la question se pose, et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on se posait comme question, bah encore aujourd'hui, tiens justement on en a parlé avec Julien. Est-ce que si quelque chose qui va plus vite que la limite de vitesse passe devant un radar, ce quelque chose se fait prendre, ou est-ce que les radars sont câblés uniquement sur les voitures ?
Eh bien, on a des pigeons qui ont été pris en flagrant délit d'excès de vitesse. Ça s'est passé également en 2019. Un oiseau qui avait été flashé à 45 km/h, ce qui est 15 km/h de plus que la vitesse autorisée. Donc Non, oui, mais les oiseaux peuvent être... c'est incroyable. Les oiseaux peuvent être effectivement verbalisés. Alors après, la question est de savoir comment on peut verbaliser l'oiseau, comment l'oiseau va pouvoir payer cette amende, parce que il faut générer par la suite un ticket. Et le problème, c'est que il est difficile de générer un ticket sur un animal qui ne possède pas de plaque d'immatriculation. Ah zut alors. Non mais s'ils sont pas en règle aussi, hein. Vous avez regardé les permis de conduire, tout ça, parce que franchement, non, faut pas exagérer là. Là, il y a des gens quand même qui sont trompent la mort et en plus qui contournent les lois, c'est terrible, c'est terrible. C'est incroyable. Le prochain sujet, ce sera sur les gangsters piou-piou. Oh, il y en a, hein. C'est. Ah mais oui. On en a même qui ont été photographiés en train de tenir des couteaux dans leur bec. Non, j'en manque. Non mais sérieusement quoi. Où va le monde ? Où va le monde ? Où va le monde ? Mais c'était. On vous parlera peut-être de Canuck un peu plus tard, qui avait été photographié justement avec un couteau sur une scène de crime. Il avait piqué le couteau et il avait été photographié avec dans le bec. Tant que c'est pas un Kea, tout va bien. C'est vrai. Sophie, qu'est-ce que tu as d'autre de plus ? Est-ce que on parle à nouveau de non-respect de la loi ? Non, pour le coup, on a découvert des nouveaux trucs, des nouveaux trucs, des choses qu'on avait perdues. En l'occurrence, je sais pas si on en avait parlé, je ne sais plus parce que c'est une news qui date un petit peu, mais je n'ai eu que récemment. Des oiseaux qui ont été redécouverts au Pérou, comme je suis un petit peu intéressée au Pérou avec mon sujet d'aujourd'hui, du coup je suis allée voir un petit peu là-bas. Et en l'occurrence, on a 2 barbicans qui ont été retrouvés, qui avaient été observés en 2013 pour la dernière fois et qui pensaient être disparus depuis. Et fin 2024, quelqu'un les a photographiés. Et ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas du tout disparu, mais maintenant, ils vivent à des altitudes très différentes. Ils se sont réfugiés beaucoup plus haut que les altitudes auxquelles ils vivaient normalement. Donc on est à peu près à 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui est déjà pas mal. Et en janvier, deux nouvelles photographies ont été faites de ces oiseaux, et on n'en a pas qu'un seul qui a été photographié, mais on en a un total de 5, ce qui est quand même pas mal. Ah, pas mal, effectivement. Moi, j'ai encore une dernière petite information. On va parler des faucons, et plus précisément du faucon pèlerin et de la bande malaire des faucons. Alors, pour faire simple, c'est l'espèce de petite bande qu'il y a en dessous des yeux qui permettrait aux faucons de mieux voir, notamment lorsque la luminosité est très élevée. C'est quelque chose que vous avez aussi, notamment dans les matchs de football américain ou au hockey sur glace, lorsque les joueurs jouent à l'extérieur, on met justement de la peinture noire pour éviter justement le reflet. Il y a des scientifiques qui se sont posé la question de savoir si cette bande malaire remplissait bien cette fonction que l'on prêtait aux faucons pèlerins. Et il s'avère que sur la quarantaine d'espèces de faucons, c'est-à-dire l'intégralité des faucons présents sur Terre, seulement une possède réellement la bande malaire comme caractéristique pour justement éviter les reflets, et c'est le faucon pèlerin. Ah ouais ? Voilà. Eh oui. Alors, on a plusieurs hypothèses sur pourquoi ces bandes seraient présentes chez d'autres espèces. On suppose que c'est soit du signalement, de la signalisation sociale. On parle même de crypsis, ce qui me paraît un peu compliqué quand même pour des bandes qui sont aussi petites. Le crypsis, en gros, c'est l'art de ne pas être vu aussi bien pour la proie que pour le prédateur. Mais bon, pour des bandes aussi petites, ça me paraît quand même un petit peu difficile. Après, tu sais, les points, ça marche aussi, hein. Sur le plumage, ce genre de choses. Pourquoi pas, après tout, c'est une idée. Ouais, absolument. Donc voilà, cette caractéristique ne fonctionnerait réellement que chez les faucons. Ils ont mesuré notamment une différence de taille entre les faucons pèlerins qui vivaient dans le désert et des faucons pèlerins qui vivent dans d'autres parties du monde où la luminosité et où l'intensité du soleil est moindre, et donc ne requiert pas forcément de bandes malaires plus, on va dire, plus grandes ou plus profondes que dans les environnements désertiques. Eh ben, écoute,
c'est marrant parce que du coup, on parle de football américain avec des faucons. Je trouve ça terrible. Mais on parle de tout. On a parlé d'amandes avec des pigeons. Je ne sais pas si... Exactement. C'est terrible. Est-ce que tu as une dernière news, Sophie ? Eh ben écoute, c'est tout pour moi. Eh bien, c'est tout pour moi aussi. Mais on va démarrer avec toi. On part pour l'Amérique du Sud. Oui. On parle de colibri avec encore une découverte incroyable, j'ai envie de dire. Ouais. Mais ça s'enchaîne en ce moment, c'est incroyable. Les découvertes dans le monde des oiseaux, on pourrait se dire, mais on les connaît ces espèces quand même. Les colibris, c'est pas un truc qu'on connaît pas. Eh ben voilà. Encore une fois, ils nous font quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. C'est terrible ça. Mais c'est incroyable. C'est ça qui est incroyable avec les oiseaux, c'est qu'à chaque fois qu'on se dit non, ils ne peuvent pas faire mieux, eh bien si, ils sont capables de faire mieux. Oui. Incroyable. Bref, voilà. Les colibris apparemment vivraient en groupe. Attends, tu gâches pas la surprise là quand même. J'ai pas dit si c'était le cas ou pas. Et en plus j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise et tu le sais aussi bien que moi. Mais en tout cas, je vais d'abord vous parler de cette espèce de colibri parce qu'on parle pas de n'importe quel colibri. Il y a plein d'espèces de colibris, mais en l'occurrence, on va parler d'un colibri en particulier qui s'appelle le colibri du Chimborazo. Alors je sais pas si je prononce bien, mais en tous les cas, ça se passe au Pérou, donc au niveau de la cordillère des Andes. Si vous connaissez bien la cordillère des Andes, on est sur cette chaîne de montagnes qui peut être assez haute quand même par endroits. Et qui va descendre petit à petit vers l'Amérique du Sud, dans les endroits où il y a plus ou moins des forêts tropicales. Le colibri du Chimborazo, contrairement à beaucoup d'autres colibris qui d'habitude vivent en forêt tropicale, celui-là il vit pas en forêt tropicale, celui-là il vit en altitude, dans des endroits où il fait quand même assez froid. Ce qui est déjà quelque chose d'assez curieux pour un colibri en soi, parce que on est sur une espèce qui est toute petite. Je crois que c'est de l'ordre de 8 grammes au niveau du poids. Ça fait à peu près 12 cm de long, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ça tient dans la main, ces oiseaux-là. Et donc, on peut imaginer qu'une espèce de cette taille-là et aussi petite que ça a quand même beaucoup de difficultés à survivre dans un climat froid, parce que vous imaginez la déperdition de chaleur, ça peut très vite conduire à la mort de l'animal. À si peu de poids, ça va très vite dans ce genre de cas. Et pourtant, cet animal vit effectivement dans des altitudes qui sont comprises entre 3500, autant pour moi, et 5200 mètres d'altitude, ce qui est quand même pas mal. Moi, personnellement, j'irais pas vivre là-haut. C'est compliqué de vivre à ces altitudes-là. Voilà. Et vous rajoutez à ça que les colibris, évidemment, vous les connaissez, ce sont des nectarivores, donc c'est un long bec fin qui permet d'aller piocher le nectar dans les fleurs. Aller chercher des fleurs à 3000 mètres d'altitude et au-delà, ça va être compliqué. Même dans la cordillère des Andes, là où pourtant il fait pas trop froid, mais quand même, à ces altitudes-là, on est quand même sur des endroits avec de la neige. Donc, bon, c'est compliqué pour la pauvre bestiole. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'installer là-haut ? Je n'en sais rien, je ne lui ai pas demandé. En l'occurrence, il y est. Et des scientifiques sont partis étudier ces populations d'oiseaux, et ils ont sorti une publication là dernièrement sur ces colibris-là. Et alors, ils n'ont pas été très étudiés précédemment, parce que déjà, ils sont pas très faciles d'accès. Bien sûr. À cette hauteur-là, c'est quand même compliqué d'aller étudier des trucs, donc il faut un équipement spécial, enfin bref, c'est pas simple. Donc ils ont pris leur temps avant d'aller les étudier, mais en tous les cas, ils l'ont fait, et ils ont découvert quelque chose d'assez incroyable. Ces colibris, comme tu l'as dit, ils vivent en groupe. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais enfin, il y a d'autres oiseaux qui vivent en groupe, c'est quand même pas les premiers, ce sera pas les derniers. C'est pas tout à fait anormal pour un oiseau de vivre en groupe quand même. Alors, vous connaissez certainement pas bien les colibris, mais les colibris sont des oiseaux qui sont extrêmement territoriaux. On en avait parlé, il me semble, à une époque, quand t'avais parlé notamment d'un hôpital à colibris, si je me souviens bien. Oui, absolument, au Mexique. Oui. Et voilà. Et on avait parlé justement des problèmes que ça pouvait poser d'avoir autant de colibris comme ça dans une même pièce. Et en l'occurrence, là c'est pareil, beaucoup d'espèces de colibris sont incapables de vivre côte à côte comme ça sur le même territoire. Ça va conduire à des combats dantesques entre les mâles, c'est juste pas possible en fait. Et du coup c'est très curieux de voir une espèce de colibri capable de vivre déjà sur le même territoire que ses confrères, sans qu'il y ait vraiment de problèmes visibles comme ça au premier abord. Donc là, c'est la première chose qui a un peu stupéfié les scientifiques. Et ensuite, ils sont allés voir exactement comment est-ce qu'ils vivaient, est-ce qu'il y avait
peut-être des nids en commun, est-ce que ils avaient des habitudes communes, pourquoi aussi, ils ont essayé de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Et alors ce qu'ils ont trouvé, c'est que une partie des colibris vivent en commun et une autre partie ont tendance à vivre un petit peu à l'écart. Donc en fait, il y a les deux comportements chez cette espèce-là, ce qui était assez curieux déjà. Il y en a qui vivent en groupe et il y en a qui ne vivent pas dans le même groupe que ça. Et ça se voit très bien au niveau des nids, parce que normalement, les colibris font leur nid tout seuls. D'ailleurs, en l'occurrence, chez cette espèce-là, c'est la femelle qui construit le nid, c'est pas le mâle du tout, et la femelle se débrouille toute seule pour l'élevage aussi des petits, etc. C'est pareil pour lorsqu'ils vivent en groupe d'ailleurs, c'est toujours les femelles qui s'en occupent. Mais on va trouver pour cette espèce-là des femelles qui vont nicher à part du groupe et des femelles qui vont nicher côte à côte avec le reste du groupe. Et c'est assez facile en fait de trouver les nids de ces colibris, parce que vous allez me dire, ouais mais enfin un nid de colibri, je sais pas si t'en as déjà vu, mais enfin c'est une petite coupelle, ouais, ça fait genre très très petit. 3 cm de diamètre à tout casse. c'est vraiment très très petit. Voilà, c'est impossible à voir en fait dans la végétation, c'est juste pas possible. En plus c'est fait avec du lichen, avec des trucs comme ça qui sont juste pas possibles, c'est un camouflage parfait. Donc pour arriver à trouver cette minuscule coupe qui sert de nid, c'est juste pas possible. Oui, sauf que ceux-là, ils sont un peu différents, parce que comme on l'a dit, ils vivent très haut dans la montagne, et en fait, pour se protéger des températures froides, ils vont nicher non pas à l'extérieur, mais ils vont nicher dans des sortes de cavités, des petites grottes, dans lesquelles, du coup, on va pouvoir trouver plusieurs nids de colibris qui vont être côte à côte, surtout si la cavité le permet. Alors, pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait, les chercheurs ils se sont dit, ouais mais attends, est-ce que c'est parce que, justement, ils nichent dans des cavités et qu'il n'y a pas 36 000 cavités qui sont disponibles? Peut-être que dans ces cas-là, c'est juste parce qu'il y a un problème de disponibilité de cavités, qu'ils sont obligés de nicher les uns à côté des autres. Donc peut-être que si on propose d'autres endroits pour lesquels les conditions de température et d'humidité, parce que ça c'est très important pour les œufs, la température et l'humidité, c'est ce qui va conduire ou pas à l'éclosion de votre œuf. Donc ça ce sont des paramètres qui sont critiques. Donc si on leur propose des endroits qui sont similaires à ces grottes, avec les mêmes conditions à l'intérieur, est-ce qu'ils vont choisir d'y habiter plutôt que de rester tous collés les uns aux autres, ce qui peut-être procure un désagrément au niveau du territoire, etc. Donc ils ont étudié ça et ils ont proposé des sortes de tubes. Alors c'est des tubes en béton, hein, c'est un peu comme des buses comme on a pour construire simplement des passages de câbles. Voilà, ils ont juste posé ça, et ça donnait un environnement qui était similaire aux cavités qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, donc ils ont posé ça un peu partout, sauf que ces buses en béton, ils ont fait en sorte qu'elles ne puissent contenir qu'un ou deux nids, donc la place à l'intérieur était très restreinte, ce qui fait que si jamais un colibri allait nicher dedans, il allait nicher tout seul, il n'allait pas nicher en groupe. Et donc, ils ont essayé de regarder s'il y avait des femelles qui nichaient plus volontiers, si on leur proposait du coup l'option de nicher à l'extérieur du groupe, est-ce qu'elles la prenaient, ou est-ce qu'elles préféraient rester dans le groupe, dans la cavité qui était beaucoup plus large et dans laquelle on pouvait mettre beaucoup plus de nids en commun. Et ben après leur étude, ils se sont rendus compte qu'en fait, même en proposant des habitats supplémentaires, eh ben on avait toujours que à peu près 40% des femelles qui choisissaient d'aller nicher en dehors du groupe. Et toutes les autres, même s'il y avait des nids disponibles, enfin des endroits où construire le nid qui étaient tout à fait disponibles et faciles d'accès, eh ben elles ne changeaient pas leurs habitudes, elles restaient dans le groupe et elles nichaient en commun avec les autres femelles. Donc là-dessus, les scientifiques ont conclu que c'était quelque chose qu'elles faisaient par choix, du coup, elles n'étaient pas spécialement forcées de faire ça, mais que c'était effectivement un choix de nicher en commun pour certaines de ces femelles, du coup pour la majorité en tous les cas, parce qu'on arrive à peu près 60% de femelles qui nichent en groupe dans ces cas-là, ce qui fait quand même pas mal au niveau de l'espèce, 60% on est quand même une bonne grosse majorité. La question qui se posait après c'est, est-ce qu'il y a peut-être dans ces cas-là des comportements qui sont mis en commun, parce que bon, certes, ils nichent côte à côte, mais ça veut pas dire qu'ils font forcément les choses de la même manière, ou qu'ils se baladent ensemble, etc. Parce que si vous voulez vraiment parler de colonies, et là c'est pas le terme qui a été employé pour l'instant, si vous voulez vraiment parler d'une colonie d'animaux, ou d'une ruche par exemple, si vous voulez vous référer aux abeilles, ce sont des animaux qui vont vraiment vivre en commun, avec un esprit commun en quelque sorte. Il va y avoir une sorte d'entraide peut-être, il va y avoir ce genre de choses. Et donc c'est ça qu'ils voulaient tester aussi. Est-ce qu'il y avait ce genre d'entraide entre les colibris? Est-ce qu'il y avait effectivement des comportements qu'on ne retrouvait pas ailleurs chez des colibris qui vivaient en solitaire? Alors ils ont étudié, je crois qu'il y avait à peu près 23 adultes, il me semble, et les petits qui allaient avec.
pendant un bon moment. Et ils ont regardé un petit peu, dans une colonie en tous les cas, s'il y avait ce genre de comportement et ce genre peut-être de... Voilà, j'ai envie de parler de communication, mais c'est une sorte de communication, effectivement, mais c'est peut-être de la communication un peu plus poussée que ce qu'on a l'habitude de voir chez les autres colibris. Donc ils ont regardé, et la seule chose qu'ils ont pu trouver comme comportement qui différait des autres colibris, c'est que tous les matins, ils sortaient en même temps de la cavité pour aller se nourrir, pour aller trouver des trucs à manger, etc. Et tous les soirs, ils rentraient plus ou moins à la même heure ensemble. Donc ils savent pas si c'est effectivement un comportement de colonie, ou si c'est juste parce que c'est plus ou moins l'heure à laquelle les colibris se réveillent habituellement, et puis bah voilà, ça part comme ça. Et à part ce comportement-là, il n'y avait pas de comportement d'entraide, il n'y avait pas de signaux de communication spécifiques, du moins pas qu'ils ont pu observer, donc il y a encore beaucoup de choses à étudier, et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent à la fin de leur étude, c'est qu'ils ont encore beaucoup à faire pour documenter la chose et pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Est-ce que dans leur étude, ils font peut-être mention de colibris qui seraient éventuellement migrateurs et qui seraient finalement solitaires, et de colibris qui seraient plutôt sédentaires et qui, parce qu'ils se connaîtraient justement, eh bien, auraient un comportement justement à rester davantage ensemble? Alors pas du tout, parce que ces espèces-là ne sont pas du tout migratrices. Elles restent au même endroit toute l'année, et elles ont même des... C'est très curieux. Ouais, et elles ont même des spécificités un peu particulières comparées aux autres colibris, des adaptations en fait au froid, ce qui leur permet de survivre. Déjà nichés dans des cavités, comparé aux colibris qui normalement ne nichent pas en cavité, hein, ils nichent dans les arbres, à la croisés de deux petites branchettes où ils font leur nid. Là, cela, c'est pas le cas. Mais aussi, en plus, ils rentrent dans un état de torpeur pendant la nuit. Ça, on en avait déjà parlé. C'est généralement acquis que les colibris font, la plupart des espèces de colibris font ça. Mais cela, en plus, pour conserver leur énergie, notamment quand ils vont se nourrir, ils se posent directement sur la fleur. Et ils ne font pas le fameux vol stationnaire que font les colibris habituellement, qu'on voit un peu partout dans tous les documentaires et sur toutes les espèces de colibris qu'on peut voir. Le fameux vol stationnaire avec les ailes qui battent à 100 à l'heure devant la fleur pendant que le colibri se nourrit. Là, ils le font pas, ils se posent sur la fleur pour conserver leur énergie. Donc ils ont des pattes un peu plus larges que celles des colibris d'autres espèces, justement pour ça, pour pouvoir se poser et se nourrir en étant posés. Donc il y a des adaptations. J'ai eu la question cette semaine de savoir si les colibris possédaient des pattes. Mais oui, ils possèdent bien des pattes, elles sont toutes petites, mais les colibris possèdent bien effectivement des pattes. Sinon, comment ils feraient pour tenir notamment sur les branches lorsqu'ils se posent? Oui, c'est vrai que c'est tout petit, cela dit. Hein. C'est difficile à voir. Les pattes sont très très petites, hein. Vraiment sur certains oiseaux, c'est très très compliqué à voir. Ça me fait un peu penser au niveau des pattes. Je sais pas si vous connaissez un peu les martinets. On a aussi sur des pattes très très petites à ce niveau-là. On est un peu sur le même style. Voilà. Donc là, c'est pareil pour les colibris. Ceux-là, c'est pas le cas. En fait, la forme générale du colibri me fait plus penser à un sunbird. Un swimanga? Okay. Voilà, désolé le nom anglais. Me fait plus penser à un swimanga qu'à un colibri, pour être tout à fait honnête. Et c'est très marrant. Pourtant, c'est bien un colibri, hein, mais ça change un peu. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le swimanga, on avait aussi réalisé un morceau d'épisode dessus. N'hésitez pas à aller l'écouter ou le réécouter si jamais c'est un ancien épisode. Puis pareil, l'hôpital des colibris, c'est aussi un sujet qu'on avait traité il y a assez longtemps. Vous retrouverez ça aussi dans les archives. Sophie, on passe d'un oiseau qui fait 3 grammes à un oiseau qui en fait 8. Ah pardon. Ah non, mais faut être précis dans les termes. Non, c'est peut-être le nid qui faisait 3 cm. Oui. Bref, on passe d'un oiseau qui est tout mignon, tout minuscule, avec un poids ridicule, à un oiseau qui fait 12 kilos, 1 mètre de hauteur, et qui s'appelle l'outarde à tête noire. Voilà. Alors, l'outarde à tête noire, qu'est-ce que c'est ? C'est un oiseau
bien évidemment de la famille des outardes. C'est un oiseau qu'on trouve en Inde, c'est un oiseau qu'on trouve donc dans le cœur de l'Inde, mais aussi du côté des montagnes népalaises, et c'est un oiseau qui est en danger critique d'extinction. On a mis en place un programme d'introduction, de conservation et de réintroduction de l'espèce il y a 10 ans de cela, en 2013, donc un petit peu plus de 10 ans même. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est justement de relancer cette espèce dont on compterait environ 200 individus encore aujourd'hui, donc autant vous dire qu'elle est en danger critique d'extinction. Elle a été placée d'ailleurs dans cette catégorie par l'UICN en 2011. Alors pourquoi ? Chasse évidemment de ces oiseaux, puisque ce sont des oiseaux qui sont davantage coureurs plutôt que voleurs, même s'ils sont capables de voler. Mais voilà, ce sont des oiseaux utilisés ce sont des oiseaux de gibier, on y reviendra un petit peu plus tard. Des électrocutions également, braconnage des œufs, et puis aussi perte d'habitants évidemment, et on suppose que la population d'outardes à tête noire a chuté d'environ 80% en 47 ans, ce qui est énorme. Donc on a mis en place un projet, le Great Indian Bustard en 2013. L'objectif donc, comme je l'ai dit et comme je le répète, c'était la conservation de ces oiseaux. Mais il y a un petit problème parce que si le taux d'éclosion en captivité atteint les 95%, ce qui est quand même plutôt cool, il faut faire en sorte que les mâles puissent se reproduire avec les femelles. Et c'est là que la technique que tu connais sans doute, Sophie, que tu as peut-être vu d'ailleurs expérimenter, pourquoi pas en zoo, puisqu'ils utilisent une technique un peu particulière qui est l'insémination artificielle. Ah oui. Alors l'insémination artificielle, comment ça fonctionne chez les oiseaux ? On prend un mâle, on le met devant un mannequin qui ressemble à peu près à une femelle, on le laisse quelques jours un petit peu tourner autour de la femelle. Alors évidemment, la femelle a la tête qui bouge par exemple, en signe de soumission du mâle, etc. C'est pas quelque chose qui est inerte. Et une fois que le mâle s'est reproduit avec le mannequin, on sort une boîte de pétri, on récupère le sperme près du cloaque du mâle, et par la suite, on insémine une femelle qui est jugée génétiquement distincte, parce qu'on a parlé très souvent, Sophie, de la consanguinité. Et justement, ils expliquaient dans cet article de National Geographic, et on va le quitter d'ici quelques instants pour parler d'un autre sujet, ils parlaient justement du fait que cette méthode d'insémination artificielle permettait justement d'éviter cette consanguinité. Est-ce que, Sophie, c'est réellement le cas ? Le problème, c'est quand tu tombes sur une population, tu as dit 200 individus, c'est ça ? À peu près, ouais. Ça, c'est 200 individus en captivité ou dans la nature ? C'est 200... Ah, bonne question. Mais je crois que c'est 200 individus dans la nature, si je dis pas de bêtises. Et du coup, en captivité, tu sais combien il y en a à peu près ? En captivité, c'est 20 mâles et 25 femelles. Oh la vache, ça fait pas beaucoup, effectivement. Du coup, pour éviter la consanguinité, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une population de départ qui est assez grande pour éviter ça, et on utilise ce qu'on appelle des studbooks, ce qui vous permet, en fait, d'avoir les lignées de chacun de ces individus pour savoir qui sont leurs parents, leurs grands-parents, etc. Et pour pouvoir justement essayer de faire se reproduire deux individus qui n'ont aucun lien de parenté entre eux. Sauf que lorsqu'on tombe à une quarantaine ou une cinquantaine d'individus, comme dans ce cas-là, on arrive très très rapidement à tourner en rond et à finir par faire se reproduire des sœurs avec des frères. Et là, c'est un peu embêtant. Mais il faut savoir que cette technique d'insémination artificielle, elle est utilisée très souvent dans les programmes de conservation de l'outarde, et notamment de l'outarde Houbara. On est du côté des Émirats Arabes Unis, du côté d'Abu Dhabi, qui s'est fait, on va dire, spécialiste de sauver l'outarde Houbara, qui est un oiseau très important pour les peuples d'Arabie. C'est notamment un oiseau qui était chassé lorsqu'on réalisait de la chasse aux faucons. On considère la viande de cet oiseau comme un mets délicat et même ayant des effets aphrodisiaques. Cependant, l'animal a été très très vite mis en danger au XXe siècle, et en 1977, Zayed bin Sultan Al Nahyan, que vous connaissez peut-être si vous êtes passionné d'histoire du Moyen-Orient, puisqu'il s'agit du fondateur de la Fédération des Émirats Arabes Unis et son premier président de 1971 à 2004, donc pas n'importe qui, décide d'entreprendre un programme de conservation de l'oiseau à partir
de 1977. Donc on a quand même un programme qui est très ancien pour l'Outarde Houbara. Alors c'est un programme qui va évidemment démarrer très lentement. En 1982, on va avoir le premier oisillon qui va naître dans un zoo pas très loin d'Abu Dhabi. Et en 1989, va être créé le National Avian Research Center, que tu connais peut-être, Sophie. J'en ai vu des photos. Personnellement, ça ne ressemble pas à un centre de conservation d'animaux. Ça ressemble à... je sais pas, à un repère de méchants de James Bond. Je n'ai pas d'autre explication. Est-ce que tu as déjà vu... Est-ce que tu as déjà vu le NARC? C'est l'acronyme évidemment. Mais c'est gigantesque. Et tu vas voir pourquoi je dis ça. Alors il y a une succursale qui a ouvert au Maroc près de Missour. On a ensuite des oiseaux qui ont été conservés puis relâchés dans la nature en 2004. En 2007, on a eu le tout premier individu baguet qui a donné naissance à la vie sauvage et on a par la suite un programme qui s'est étendu au Kazakhstan. On a une succursale de ce NARC qui a ouvert à Abu Dhabi et une autre qui a ouverte au Kazakhstan. Et quand je te parle justement de centres gigantesques, parce que c'est vraiment gigantesque, ce serait au total plus de 800 000 oiseaux qui auraient été dans ces centres, puis qui auraient été ensuite relâchés dans 18 pays. C'est énorme, parce que l'Outarde Houbara, je l'ai pas précisé, a une aire de répartition gigantesque qui s'étale pour l'Afrique sur vraiment le nord de l'Afrique, Maroc, Algérie, jusqu'en Égypte, et vous avez une partie, comme je l'ai dit, au Moyen-Orient, avec notamment les Émirats, le Kazakhstan qui est d'ailleurs l'endroit où on trouve le plus justement la population de cet oiseau. Et donc voilà un petit peu pour l'aire de répartition de cet oiseau, bien que on fait quand même la différence entre les deux espèces d'Outarde Houbara. On va parler d'Outarde Houbara africaine et d'Outarde Houbara asiatique. On préfère le terme asiatique, quand bien même cet oiseau est davantage présent dans la péninsule des Émirats. Est-ce que tu avais déjà entendu parler du NARC, Sophie? Et est-ce que tu l'as déjà visité? Parce que je suis désolé, mais ça ressemble plus à un élevage de poulets que un centre de conservation d'oiseaux. J'ai jamais visité, non. Après, on n'a pas beaucoup de relations avec ce genre de pays, donc j'ai ce genre de choses. Souvent, ils font les choses dans leur coin et derrière, on n'a pas énormément de relations ou de news de ce qui se passe de ce côté-là. Donc j'avoue, j'ai pas visité. Après, j'aimerais bien aller voir parce que ça m'intéresse du coup. Ah mais moi j'aimerais bien aller voir aussi. Mais justement, moi je me suis renseigné, je suis allé voir sur la Red List parce que c'est quand même un oiseau qui est en danger critique d'extinction, donc qui doit évidemment avoir une Red List. Et là, je suis tombé de ma chaise, Sophie, parce que le premier lien que j'ai consulté me donnait un effectif de population de point d'interrogation. C'est-à-dire que il y a aucune information, on considère même que l'espèce est peut-être éteinte, alors qu'on a 800 000 individus qui sont visiblement sortis, plus de 800 000 individus. On était à 795 000 en 2023, vous trouverez l'information sur le site. Donc maintenant on est, je pense, largement au-delà de 800 000. Et donc je me suis dit, c'est pas possible. On a 800 000 individus qui sortent d'un côté, et là on a quelque chose qui considère que l'espèce pourrait être éteinte, ce qui est quand même assez incroyable. Et je suis allé sur une autre publication, et je vais revenir là-dessus d'ici quelques instants, qui m'envoyait un même lien à une date qui a été modifiée en 2021. Donc la première page avait été modifiée en 2020, la deuxième page a été modifiée en 2021, et là j'ai trouvé un nombre d'individus compris entre 33 000 et 67 000. Ce qui est quand même assez peu, mais ça semble déjà plus logique. Maintenant, le problème étant, pourquoi j'ai une différence entre les deux pages qui sont identiques?
c'est vraiment je me suis posé la question, mis à part la date justement de l'assessment, donc c'est-à-dire de la mise en ligne de la page, pourquoi justement on a entre 2020 et 2021 une telle différence au niveau justement de l'appréciation des données. Malheureusement, je n'ai pas de réponse, Sophie. Peut-être que tu en auras une. Comme tu dis, et comme tu l'expérimentes, c'est difficile de discuter avec les pays du Golfe, visiblement. Oui. Donc peut-être que c'est effectivement une des raisons de pourquoi on a un flou aussi important. Et puis il y a un flou aussi important, pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, l'outarde Houbara était utilisée pour la chasse au faucon. Voilà, ou plutôt avec le faucon. Et au Pakistan, ce fut un sujet de discorde entre 2015 et 2016, puisque en 2015, la chasse à l'outarde avait été interdite au Pakistan. Et c'est alors que le gouvernement a sommé la Cour nationale de réviser son jugement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les États du Golfe sont des États extrêmement importants et l'un des principaux créanciers en fait de ce pays. Et donc en échange justement de cet avantage en argent, les États du Golfe attendent justement d'avoir la possibilité de chasser dans les déserts pakistanais ces outardes. Alors, il est assez intéressant de voir que cette chasse est toujours importante à ce niveau-là, et il sera intéressant de savoir si certaines parties de cette population d'outardes servirait justement à la chasse aux faucons dans certaines zones au lieu justement de programmes de conservation. Évidemment, ce ne sont que des hypothèses, rien ne peut être prouvé, il y a très très peu d'informations qui circulent sur ces informations, mais c'est assez intéressant quand même de se poser la question à la fois de la proximité géographique, mais aussi des velléités des uns et des autres vis-à-vis de cet oiseau qui est devenu un véritable problème géopolitique pour le Pakistan et un véritable problème aussi sociétal pour le Pakistan, parce que chasses qui sont organisées le sont avec des SUV par exemple qui traversent des champs agricoles, donc c'est une véritable catastrophe pour les agriculteurs et les agricultrices qui cultivent en ces endroits-là. Alors ils sont indemnisés, mais c'est une indemnisation qui est ridicule par rapport au préjudice qui est subi. Il y a néanmoins quelques règles qui disent qu'il ne faut pas chasser plus de 10 jours, et je crois que c'est 100 outardes si mes souvenirs sont bons, mais très souvent on dépasse largement ce quota, comme tu peux t'en douter, Sophie. Donc voilà, il est assez intéressant de voir à quel point cet oiseau cristallise quelque peu à la fois les tensions, mais aussi les problématiques dans cette région du monde. Oui, ce que tu dis, c'est un peu logique. Hein. On en avait parlé quand j'avais parlé du faucon sacre, il me semble, du fait que effectivement la chasse là-bas, c'est une histoire de statut. Et donc si tu ne chasses pas, si t'as pas ton faucon, c'est un problème en fait vis-à-vis de la société. Et du coup, chasser l'outarde, c'est encore le truc que normalement t'es censé faire. Et si tu peux plus le faire, c'est compliqué. Donc j'imagine complètement des endroits comme ce qu'on fait en Europe avec les faisans, par exemple, où on a des grandes fermes à faisans en quelque sorte, avec cette fois-ci des outardes, et qui seraient donc relâchées exprès pour aller faire chasser les faucons. Ce serait tout à fait logique en fait d'imaginer ce genre de choses vu l'utilisation qu'ils font des faucons là-bas et l'importance du faucon dans la société. Absolument. Et puis tu parlais justement du faucon sacre, mais on parle de l'outarde, mais au Pakistan il y a aussi un véritable commerce du faucon. Je lisais justement un article transverse qui parlait justement du fait que quelqu'un vivait justement de la récupération des faucons sauvages. Et tu parlais justement du fait que on envoyait nous de France des faucons dans ces pays-là. Eh bien, j'ai appris que les personnes qui vivent dans le Golfe préfèrent des oiseaux sauvages parce que selon eux, ce sont de meilleurs chasseurs, bien que rien ne peut le prouver scientifiquement. En tout cas, c'est ce qui est dit dans l'article, mais tu dis oui, peut-être que tu vas me contredire.
Non, mais t'as raison. Généralement, il y a une idée reçue comme quoi les faucons qui qui sont à l'état sauvage sont de meilleurs chasseurs. Alors, c'est pas forcément une idée reçue pour certaines choses, parce que si tu prends ton faucon, s'il a déjà un certain âge, tu vas pas le prendre au nid, tu vas prendre un oiseau qui est juste sorti du nid ou qui a à peine 1 an. C'est-à-dire qu'il aura déjà une petite expérience de la chasse de son côté. Donc il saura déjà un petit peu se débrouiller, même s'il n'est pas encore au top de sa forme. Il faudra attendre quelques années avant qu'il arrive vraiment à bien chasser. Il y a des techniques qui s'apprennent, etc. Mais au moins il a déjà appris la base. Donc ça leur permet d'avoir un oiseau qui va tout de suite pouvoir faire ce qu'il faut et aller chasser. Et donc c'est un oiseau qui est tout de suite opérationnel en quelque sorte. Il suffit juste de l'affêter et puis après c'est parti, tu le lâches sur le gibier, il sait déjà quoi faire tout seul. Alors que c'est vrai qu'un oiseau que tu élèves à la main toi-même, il va falloir que tu lui apprennes déjà les techniques de vol, parce qu'il connaîtra pas tout depuis le début. C'est pas que de l'instinct, et il faudra petit à petit que tu lui apprennes aussi les techniques de chasse, parce que c'est pareil, c'est pas que de l'instinct non plus. C'est beaucoup d'apprentissage, ça prend un peu de temps, et bah si t'as pas envie de t'embêter et de prendre le temps de vraiment affêter ton oiseau comme il le faut, même si c'est un animal qui vient d'un élevage en captivité, bah tu prends un faucon sauvage et c'est vrai que c'est un peu plus rapide. Il sera, par contre, c'est pas le même type d'oiseau, il sera certainement beaucoup plus réticent à travailler avec toi, parce qu'évidemment, l'humain, c'est une ligne de danger pour eux. Mais bon, c'est une autre dynamique. Ça marche aussi, hein, mais c'est une autre dynamique. On parle de chasse aux faucons, on parle de faucons qui sont capturés, il y a des faucons qui sont offerts également par le gouvernement pakistanais lorsque justement des États du Golfe viennent se rendre dans le pays justement pour négocier notamment des accords économiques ou des investissements dans les zones qui sont sous-développées. Dans les territoires de chasse principalement, c'est aussi ça le problème, c'est que les zones qui sont sous-développées, eh bien, sont principalement dans des zones où justement les personnes du Golfe chassent le l'outarde. Donc voilà, c'est toujours toujours une question d'argent, mais ça je pense que nous le savons malheureusement aussi bien tous les deux. Eh bien Sophie, ce fut un super épisode, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Où est-ce qu'on te retrouve ? Les réseaux sociaux habituels, Twitter, @leplumeux, pareil sur Instagram, et puis sur la chaîne YouTube Entracte Science. Et vous nous retrouvez la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez écouter les précédents épisodes en podcast, en streaming, sur toutes les plateformes. Vous allez pouvoir retrouver donc notamment nos discussions autour du Suimanga et du colibri. J'en ai parlé à la fin de la toute première partie de l'émission. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube. Vous pourrez même commenter les épisodes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On sera très intéressé d'y répondre. Et si vous voulez davantage d'informations, eh bien dans la description vous trouverez l'intégralité de toutes nos sources comme à chaque épisode. D'ici là, portez-vous bien, salut à tous et salut à toutes, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. À plus.